Ok, on va démarrer. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous partager des slides. Pour information, quand je partage les slides, je ne vous vois pas et je ne vois pas ce que vous me dites. Il y a Audrey qui gentiment peut checker sur les messages. Merci Audrey. Mais voilà, donc ça ne va pas être méga interactif. Bon, c'est une fois n'est pas coutume. Je vous partage les slides. Alors, est-ce que juste quelqu'un peut me dire si vous voyez bien ce que je vois? La première page du PowerPoint. Ouais, très bien. Génial, Au revoir. merci. Super, Ouais. adorable, Ouais. top. Alors, bienvenue à tous. Quelques propos fonctionnels avant de démarrer. Donc la proposition, c'est couper les micros. On peut laisser les caméras ouvertes. On va essayer d'interagir à certains moments. En revanche, couper les micros pour les bruits de fond. Et la proposition, c'est d'interagir plutôt, en tout cas, à la fin, on pourra peut-être converser, mais bon, on a peu de temps, donc plutôt via le fil de chat. Et au Québec, on dit clavardage. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien répandre cette nouvelle pratique, plutôt que de dire chat, si on peut dire clavardage. Donc voilà, c'est un de mes combats. Et on est en train de filmer la visio. Donc, si vous souhaitez ne pas y apparaître, ça sera pour mettre en ligne ensuite voilà, la vidéo du webinaire. Si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous propose d'éteindre votre caméra. Si vous avez un problème de fond avec ça, dites-le nous. Et voilà, on n'a pas le droit de vous filmer malgré vous et de diffuser malgré vous. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça pose problème. En deux mots, donc, moi je m'appelle Antoine Lefebvre, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Epigo. Et mon métier, jusqu'à il y a, on va dire, 1 an et 2 mois, c'était facilitateur. Ça voulait dire concrètement mettre des gens ensemble dans une salle pour les faire travailler ensemble, les faire réfléchir ensemble, les faire interagir, donc concevoir et animer des ateliers collaboratifs. J'y connaissais rien. Il y a en février 2020 à tout ce qui était online, voire même j'y croyais pas trop aux ateliers online. Et bah, comme tout le monde, j'ai dû m'adapter. Ça a pris, chez Pigou, ça nous a pris un peu de temps, hein. On n'a pas été les plus rapides, mais au fur et à mesure, avec la confiance de certains clients, on a pu tester des choses sur les ateliers online. Et voilà, c'est l'idée de pouvoir partager un peu avec vous tout ça aujourd'hui. Et je voudrais commencer. Donc moi, mon métier, c'est vraiment de concevoir, d'animer des séquences, mais il se trouve que parfois, je participe à des séquences. Et voilà, une petite anecdote personnelle pour commencer. C'était il y a, je crois, 2 ou 3 mois. J'étais sur une réunion en ligne avec un partenaire qui animait cette réunion. Et c'était un petit retour d'expérience sur notre collaboration. Et ça avait été vraiment affreux. C'est-à-dire que j'ai rejoint la conversation. On a commencé par directement lister tout ce qui se passait mal dans la conversation. On n'avait pas fait vraiment d'introduction, on ne s'était pas présenté. Même l'objectif de la séquence n'était pas clair. Il y avait un tableau sur mural où on était censé coller des post-it, mais finalement des gens parlaient en même temps. Voilà, honnêtement, en tant que participant, au bout de la 4e minute, j'ai commencé à m'ennuyer. À la 5e minute, j'étais sur Twitter. 6e, je répondais à des mails. Voilà, j'étais en train de multitasker, donc c'était vraiment une expérience catastrophique de mon point de vue très très subjectif, hein. Mais ça dit quoi? Ça m'a rappelé à quel point, quelque part, en tant qu'organisateur de visio, peu importe le type d'organisateur qu'on est, moi je trouve qu'on a quand même une certaine responsabilité par rapport au fait de prendre du temps aux gens et de leur offrir une expérience qui soit pas trop catastrophique. Voilà, donc c'est pour moi un peu l'ambition aussi de ce webinaire, c'est contribuer modestement, hein, à partager ce qu'on a appris, ce qu'on a essayé, et pour que vous l'essayiez aussi. Mais pour rendre ces moments, parce qu'apparemment, on voit qu'on n'a pas le choix, on va continuer à faire des webinaires ou en tout cas des visios, rendre ces moments un peu moins terribles. Ça serait ça un peu le combat pour que juste on finisse pas nos journées déprimées, en plus d'être rincé par ce moment complètement dans le numérique. Moi, je suis preneur un petit peu de partage avec vous, si vous voulez bien, dans le fil de clavardage, de chat, que vous me disiez un peu, vous, vos pires moments, ou le truc qui vous fait craquer quand vous êtes participant dans les visios. Et je veux bien juste qu'on passe 5 minutes là-dessus. Voilà, preneur de vos retours, vous, c'est quoi les trucs qui vous agacent, les trucs qui vous font vraiment décrocher, les trucs qui font que les visios, c'est une catastrophe pour vous? Commençons par le négatif, si vous voulez bien.
Lire un PowerPoint. L'angoisse. Bon, il y aura un peu de PowerPoint aujourd'hui, je ne vous cache pas. Ou bien, si vous n'avez que des expériences extraordinaires en visio, un brainstorming mal structuré. Ouais, Roxane. Ouais. Yes. Pas de temps de ouais, pas de règles d'échange, je suis d'accord. Les problèmes techniques, carrément. Les blancs très longs. Entendre le clavier du correspondant. Yes, se couper la parole, c'est la cata. Difficile de pouvoir écouter l'intervenant jusqu'au bout de son idée. La difficulté de se connecter, prise de parole intempestive des participants. Je vous rejoins. Yes, quand tout le monde parle, s'exprime. Et oui, quand on ne voit pas les gens, il y a des boîtes où ils n'allument jamais la caméra. C'est vraiment la cata. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui vous font craquer? En tout cas, les soucis techniques. Moi, soucis techniques, en tant qu'animateur, on peut préparer, anticiper, mais voilà, les notifications de Teams. Les enfants dans le fond, ça peut faire du charme, mais des fois, c'est un peu... Quand c'est nous qui présentons, c'est un peu fatigant. Ouais, les orateurs qui parlent pendant 1 heure non-stop avec un débit monocorde à la Fidel Castro, c'est compliqué. Ok, top. Bon, on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, hein, donc on va peut-être pas complètement révolutionner l'art de la visio aujourd'hui, mais enfin, vraiment pas. Mais on va essayer de partager quelques trucs. Lucas, trop de bavardage. Ouais, je suis d'accord. Ok, je vous repartage mes slides. Donc aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de partager nos retours d'expérience chez Epigo sur ce qu'on a essayé, ce qu'on a raté aussi sur les ateliers en ligne. On va distinguer réunion, atelier, peut-être pour rendre le monde un peu moins pire sur ce plan-là. Et puis voilà, juste dans une logique aussi, chez Epigo, on a une philosophie assez partageuse, open source sur nos pratiques et nos contenus. Donc on est ravis de faire ça avec vous. Le programme de cette heure, c'est parler des réunions en général, très rapide évidemment. Ensuite, on va d'abord parler de clés un peu fondamentales. Peut-être ce sera des choses que certains d'entre vous, pour qui qui seront peut-être évidentes pour certains d'entre vous, mais c'est voilà, l'animation de n'importe quelle séquence en ligne, quelques règles à avoir en tête et quelques pratiques. Et ensuite, moi, mon objectif, c'est de me centrer sur les ateliers un peu plus ambitieux d'intelligence collective en ligne. Voilà. Comment on peut essayer de transposer dans le virtuel ce qu'on pouvait faire de manière assez réussie dans le monde réel, c'est-à-dire créer un petit peu d'émulation d'intelligence collective en fonction de l'objectif qu'on a. Mais d'abord, je propose de parler des réunions. Alors, pour moi, quand on dit réunion, il y a... Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir une typologie parfaite, mais juste, c'est important de distinguer. Déjà, il y a les réunions, ce qu'on appelle les réunions de partage d'informations. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font ça. Je me pose toujours la question, à quoi ça sert? Vous savez, cette phrase, cette réunion aurait pu être un email. Voilà, se connecter pour entendre quelqu'un parler pendant 1 heure d'affilée, même si c'est ce que vous êtes en train de faire, mais on va échanger à la fin, sur des sujets voilà, un peu corporate, avec une forme un petit peu ennuyeuse. Bon, la version en ligne est toujours un peu compliquée. Ensuite, il y a les réunions de suivi au sens large, que ce soit des points projets, une équipe commerciale qui fait son point, bon voilà. Les réunions clients, alors je les mets un peu à part dans le sens où quand on est animateur de réunion, quand on a des interactions avec des gens qui sont en dehors de notre organisation, si ce n'est pas mon métier de facilitateur en tout cas, bon voilà, je vais peut-être pas tenter des trucs un peu loufoques en termes d'energizer avec des clients, je vais y aller soft, donc je les mets un peu à part. Et puis ensuite, 4e type de réunions, les ateliers, les séminaires, voilà, c'est en gros, pourquoi je distingue, c'est là où il y a nécessité de mobiliser une intelligence collective un peu plus forte et où on a une ambition un peu plus grande sur cette séquence collective. Toutes séquences collectives, celles que je vous ai décrites juste avant, elles ont un certain nombre d'ingrédients. Et dans le monde réel, en général, on pouvait tout faire au même moment dans la salle. C'est-à-dire que on va avoir du partage d'informations, vous avez parlé des inputs qui interviennent, donc voilà, chacun apporte sa connaissance du sujet. Il y a toujours un moment de cadrage, alors non, parfois il est absent, mais c'est quel est l'objectif de cette séquence, qu'est-ce qu'on veut atteindre, avec quoi on veut sortir. Il y a une dimension, on va y revenir, qui est création de liens, qui n'est pas forcément formalisée quand on fait des réunions dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on va se connecter les uns aux autres, pas tellement sur le contenu, mais sur des aspects un peu plus socio-relationnels. Les échanges, je distingue
la divergence, la profusion d'idées et des moments où on va plus les regrouper, les organiser. Il y a les prises de décision en général dans les séquences collectives, il y a l'organisation du plan d'action et la production de livrables. Ça, c'est une séquence collective prise dans son entièreté, c'est-à-dire que, on y reviendra, mais la réunion en elle-même n'a pas à comporter tous ces éléments. Nous, par exemple, chez Epigo, on a une réunion depuis le premier confinement, tous les jours à 14h, en visio, systématiquement, c'est la base, parce que tout le monde n'est pas au même endroit. Et c'est une seule personne derrière un écran, même si les gens sont dans les mêmes locaux. Et on a une séquence de partage d'informations, on remonte les sujets d'actualité, on se fait un tour de météo sur les liens, des échanges un peu en divergence, mais on ne converge pas particulièrement, et puis on se refait un petit peu d'organisation. Voilà. Il n'y a pas les autres aspects dans cette réunion-là. Alors, premier propos. Antoine, tu as coupé ton micro. Merci Lucas. Ok, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Effectivement, sur le micro. Ça va, ouais. Vous m'entendez? Très bien. Ok, merci. Avec le micro, c'est mieux. J'ai appuyé quelque part. Ok, donc première proposition, c'est de rentrer directement dans comment on transpose en fait globalement la réunion dans le monde réel, comment on la transpose dans le virtuel. Alors, juste un petit rappel, encore une fois, en janvier 2020, qu'est-ce que c'était une réunion? Alors, je propose de suivre, on va se raconter une histoire, c'est dans un monde de bureaux sans pandémie, où les pangolins n'existeraient pas, on a quelqu'un dans un bureau, par exemple, elle s'appelle Mireille, et elle se rend à sa deuxième réunion de la journée. Donc rappelez-vous, aller à une réunion. Donc, elle prend son café, Mireille, dans le couloir, elle croise Jean-Marc, son collègue, et ils décident d'aller ensemble dans la réunion. Jean-Marc, il sourit, il a l'air de bonne humeur, et ils discutent tous les deux 5 minutes du week-end qu'ils ont passé dans le couloir avant d'entrer dans la réunion. Et ils se demandent, tu penses que Sylvie, notre boss, elle va être contente? Elle avait l'air vraiment tendue la semaine dernière. Bon, ils ont un petit discours avant même de commencer la réunion, et ils rentrent, et ils voient effectivement Suzy, la chef, qui a l'air assez nerveuse, assez tendue, qui regarde sa montre. Donc ils sentent déjà qu'il y a voilà, une atmosphère particulière dans la salle. Les échanges commencent et notre héroïne Mireille, elle a un truc à dire, mais elle voit que c'est un petit peu, c'est pas le moment, il y a de la crispation, les propos s'enchaînent, donc elle attend. Et là, elle sent qu'il y a un silence opportun. Là, elle propose une solution alternative à une question qui a été posée, et ça tombe bien. C'était le bon timing. Elle l'a senti parce qu'elle a vu les gens un petit peu tendus. Elle propose ce truc. Elle sent que tout le monde un peu se relaxe. La boss dit: ah bah super, c'est une bonne idée ça, Mireille. Est-ce qu'on applique ça comme solution? Ça vous va? Là, il y a Jean-Marc qui se tortille un peu. Jean-Marc, ça te plaît pas comme solution? Tu as des réserves? Donc Jean-Marc dit ses réserves, on les lève. Et après, ok, on prend cette décision et on y va. Donc vous voyez, on est sur les réunions qui étaient dans le monde réel. Ça marchait plutôt bien. Alors après, on pouvait toujours améliorer les réunions dans le monde réel, mais il y avait un certain nombre de problèmes quand on essaye de calquer ça tel quel dans le monde virtuel. Vous êtes évidemment au courant de tout ça. Hein, ça ne va pas être des révélations, mais il y a un certain nombre de problèmes et je vais essayer de les préciser avec vous. Il y en a 4 à avoir en tête. Premier problème, c'est quand on considère que la communication, c'est transférer du contenu. En fait, les Homo sapiens, on est des animaux sociaux, et être en communication avec quelqu'un, c'est pas transférer du contenu, c'est d'abord créer du lien. L'exemple qu'on doit avoir en tête, c'est le palabre un peu africain. Je sais pas si parler avec des gens, on peut dire alors comment ça va, et toi, et la famille, et le travail. Et on voit bien qu'on transfère zéro contenu, mais pourtant qu'on est vraiment en train de créer du lien. Et en fait, ce lien, je vais aller vite là-dessus, mais si on n'a pas la nature de la relation qui nous lie à la personne avec qui on parle, on ne sait pas quoi faire des informations qu'on reçoit. Si vous croisez quelqu'un dans un couloir qui vous dit « ramasse ce stylo », vous avez besoin de savoir c'est quoi la relation qu'on a tous les deux là. Est-ce que tu es en train de me donner un ordre? Est-ce que tu es en train de m'humilier? Est-ce que tu es en train de me demander un service? Est-ce que tu as mal au dos et que voilà. Donc il y a besoin de capter le lien qui m'unit à la personne en face. Il y a besoin de savoir quelle est la relation qu'on a ensemble. Et ça, encore une fois, c'est pas une révélation, mais ça passe énormément par une communication qui n'est pas celle des mots et qui est celle du non-verbal. Et qui, par définition, saute, au moins en grande partie, sur la visio. Donc, premier principe, de base,
il faut savoir que quand on est en visio, on va perdre énormément de non-verbal, et donc on va perdre énormément de ce qui nourrit le lien entre les gens. Donc en tant qu'organisateur d'une quelconque réunion, je crois que notre mission, c'est de mettre en place des solutions qui permettent de renouer ces liens. Une pratique de base que vous faites probablement, c'est le fait de démarrer les réunions par une météo. Ça peut être tarte à la crème au bout d'un moment. Si on le fait trop, ça perd de son sens. Mais ça permet, vous voyez dans l'exemple de Mireille, toute la séquence de reniflement, reniflage, je ne sais pas comment on dit, amont à la réunion, ou même le fait de rentrer, de serrer la main, de faire la bise à l'époque où on se faisait la bise, tout ça, ça a un rôle social. Et ce rôle social, on l'a complètement perdu. Donc il faut aussi des sas et des entrées progressives dans les réunions. Vous voyez, le couloir avant de rentrer dans la salle de réunion. En visio, on est télétransporté d'une salle de réunion à une autre. Donc il faut démarrer doucement, il faut démarrer par des phases de création de lien. Ça peut être juste conversation un peu informelle, voilà. Mais c'est essentiel pour les homo sapiens qu'on est. Okay. Deuxième point, nous on aime dire que la communication en visio, c'est comme le karaoké. En gros, on ne se rend pas compte évidemment, mais quand on est dans le monde réel, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, en fait, ma capacité inconsciente de calcul du moment de prise de parole, elle est de l'ordre du microseconde. En gros, on a des capacités dans le cerveau qui nous font calculer en anticipant le moment où la personne va finir sa prise de parole pour pouvoir limiter le blanc, parce que le blanc, c'est toujours très gênant. Donc, on se rend compte que Jean-Marc, il a fini son speech, et donc on va pouvoir assez vite parler derrière, et pour limiter aussi, encore plus gênant, les moments où on parle en même temps. Okay. Et ça passe par énormément de signaux de le menton qui s'avance, l'intonation de la voix qui diminue, qui augmente. Il y a toute une mécanique de haute précision et qui, pareil, est complètement brouillée quand on est en visio. La solution, elle peut paraître assez laborieuse, mais nous on le pratique, je le pratique avec mes clients et j'y crois, c'est de formaliser les débuts et les fins de prise de parole. Donc au karaoké, il y a un seul micro. C'est déjà que c'est karaoké, c'est pas forcément hyper agréable à entendre. Si on était plusieurs à chanter en même temps sur le même micro, ce serait compliqué. Donc l'idée, c'est je passe le micro. Donc la proposition qu'on a, c'est en début de prise de parole, on dit son prénom. Parce qu'en plus, quand on ne voit pas tout le monde, il y a quelqu'un qui fait une remarque, on ne sait pas qui parle. Donc de commencer par dire son prénom, Antoine, de dire ce qu'on a à dire et de finir par j'ai dit. Okay, ça marque qu'il y a un début et qu'il y a une fin des prises de parole. Si on veut avoir une communication de qualité, si on est que 3-4 dans une visio sur un truc très quotidien, c'est pas la peine. Si on est 12 à parler d'un sujet un peu important, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dessus. Le prénom, j'ai dit. Okay, comme quand on est à la radio, Roger, 5 sur 5, c'est les mêmes types de codes qu'on va employer pour voir qui parle et comment c'est fini les prises de parole. Principe suivant, on l'a vu dans l'exemple, la petite histoire que je vous ai racontée, la chef Suzy, elle dit « Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend cette décision ?» Quand on est face à des gens, on peut partir du principe que qui ne dit mot consent. Mais quand vous êtes en visio et que vous faites la même chose, vous dites « Ok, est-ce que ça vous va ?» Et là, silence total. Comment vous interprétez ce silence? En fait, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ce silence, est-ce qu'il y a un silence parce que en fait, ça leur va, mais ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de le dire? Est-ce qu'en fait, il y a une coupure de connexion où le micro est éteint, comme c'était le cas il y a 5 minutes, et en fait, personne n'a rien entendu, mais ils n'osent pas le dire? Est-ce qu'il y a des doutes, mais un peu flous, pas forcément formulés? Donc en fait, on ne sait pas. Donc il faut partir du principe de qui ne dit mot ne consent pas, et un petit peu comme sur la newsletter, être en opt-in plutôt qu'en opt-out. C'est-à-dire que vous voulez engager les gens. Donc la proposition, on est sur du basique encore une fois, mais l'outil pour moi premier, un des 2 outils de base de la facilitation, c'est le tour de parole sans réponse. C'est de proposer, quand vous prenez une décision, de faire réagir les gens de manière obligatoire. C'est-à-dire de dire, OK, chacun va s'exprimer sur la décision. Ça peut paraître procédurier, mais en fait, c'est extrêmement efficace. On précise sans réponse parce que l'objet n'est pas de créer une conversation. L'objet est juste de prendre la température, on va dire, de chacune des personnes. Et ça permet au collectif aussi de se rendre compte de ce que pensent les autres. Parce qu'il y a, vous, animateurs, vous n'avez pas le feedback des gens, mais les gens n'ont pas le feedback de leurs voisins. Donc, faire ces tours de parole très régulièrement, la météo, c'est un tour de parole sans réponse, le faire très régulièrement, et notamment sur les prises de décision, pour moi, c'est essentiel. Et on le fait systématiquement. Et pour varier les plaisirs, on peut le faire de différentes manières. Vous pouvez faire le tour de parole façon maître d'école, vous appelez les gens un par un. Vous pouvez le faire en mode domino, en disant, OK, le premier parle et passe la parole au second, qui passe la parole au troisième. Vous pouvez le faire en mode popcorn. La parole est au centre, s'exprime qui veut, en faisant attention à ce que tout le monde s'exprime. 4e point,
C'est les questions de rythme et d'ancrage. Même en visio, on a un corps, on a tendance à l'oublier. Voilà. Et là, on est sur des choses qui sont de l'ordre de l'hygiène. On ne capte pas forcément les signaux de fatigue, les signaux de tension chez les gens quand on est en animation en visio. Donc la proposition, c'est vraiment de se donner comme règle une pause toutes les 45 minutes, heure, où on peut bouger, circuler, voilà. Et une autre règle, c'est engager les gens et faire en sorte, là, c'est pas ce que je vais faire sur ce webinaire, donc je suis un peu en contradiction avec moi-même, mais c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'une demi-heure d'intervalle où les gens ne s'expriment pas. Ok? On est tous pareils. Plus difficile d'écouter quelque chose quand on ne sait pas exprimer. Donc, faire parler les gens toutes les demi-heures et essayer, voilà, sauf si vous avez 45 personnes, c'est compliqué, mais régulièrement de faire intervenir les gens. Ok? Donc, globalement, et je vais conclure là-dessus, ça s'applique à toutes les réunions. Ma croyance, ce qu'on a à faire en tant que, je sais pas, société, espèce, ce que vous voulez, c'est accepter que la communication en ligne, c'est une communication qui est détériorée et que pour rétablir, pas à 100%, mais en partie les capacités qu'on avait dans le monde réel, il faut formaliser ce qui auparavant était informel. Donc il faut remplacer notamment le non-verbal et les circonstances un peu spatiales et physiques par des procédures un petit peu formelles qui peuvent paraître un peu relou, clairement. La météo, c'est trop de météo, c'est au bout d'un moment on en a marre. La prise de parole en disant son prénom, ça peut être un peu laborieux au démarrage, mais ma suggestion, c'est essayer, et en fait derrière, ça change tout. Voilà. Donc ça, c'était sur les réunions. En général, maintenant, mon focus, mon intention, c'était vraiment de partager avec vous quelque chose qui a à voir avec les ateliers d'intelligence collective. En gros, la distinction, celle que j'ai faite au début, hein, c'est des moments collectifs où on a plus d'ambition. C'est-à-dire qu'on va devoir produire quelque chose, il va devoir y avoir une forme de créativité. La somme des parties, des individus devra faire plus que la somme des intelligences, on peut dire. Et ça, bah, c'est pas magique, il faut le créer. Donc dans une salle, ça repose beaucoup sur le climat, ça repose beaucoup sur l'atmosphère qu'on peut créer pour qu'il y ait de l'intelligence collective. Comment on fait en visio? Et la proposition que j'ai, c'est de partager avec vous des retours d'expérience autour de 3 principes que j'ai appliqués. Juste quelques exemples de séminaires qu'on a animés récemment. On a fait, il y a quelques mois, un séminaire pour une équipe de 25 personnes sur 2 jours d'affilée, qui était un petit peu comment on se répare après une période un peu traumatique pendant le premier confinement. On a fait un séminaire stratégique sur 3 journées, mais pas d'affilée, pour le codir d'une boîte qui bosse dans l'immobilier. On a fait du suivi de projet pour une équipe projet sur quelques semaines. Pareil, des animations de codir sur des journées ponctuelles. Voilà. Et mon constat très personnel, je ne sais pas si mes clients diront la même chose, j'espère, c'est que ça marche. Il y a des méthodes qui marchent. C'est-à-dire que ça serait mieux si on se voyait, mais on arrive à produire des choses de manière satisfaisante, plaisante, et avec des gens qui finissent plutôt en forme, même s'ils sont fatigués. Premier principe d'animation et de conception, c'est la notion de parcours. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très familiers de ces notions-là, mais il faut vraiment penser le client, le participant à votre séquence comme quelqu'un qui rentre dans une espèce de parcours utilisateur un peu long et qui démarre évidemment bien avant la séquence. Une des possibilités géniales offertes par le travail en visio, c'est le fait de ne pas tout faire en même temps, en synchrone, en même temps, au même moment, dans le même endroit. Avant, quand on était, alors c'était pas une bonne pratique, mais en réunion, on pouvait arriver dans une réunion réelle et en fait, rien n'est cadré, il n'y a pas eu le cadrage, on fait la création de liens directs, on fait un petit peu, on discute du week-end qu'on vient de passer, on fait tout au même endroit, au même moment. Pas forcément efficace. Là, en visio, une possibilité, c'est évidemment, et c'est une bonne pratique, hein, de faire en amont le partage d'informations et le cadrage de la séquence collective. Ça peut être fait par mail ou par des points, je vous en parlerai plus. On peut avoir une première séquence en ligne où on va mettre tous les gens, le groupe, sur la même visio, et on va travailler sur les liens, avoir un exercice spécifique sur la création de liens, un moment spécifique là-dessus, et des échanges un peu divergents sur le sujet. On peut proposer que la convergence se fasse de manière asynchrone. On parlera des outils, mais ça peut être avec des outils bureautiques classiques, que chacun dise « Ok, moi, c'est tel sujet qui me paraît prioritaire », que les sujets sont un peu raffinés dans un intermède, et se revoir sur une deuxième séquence pour prendre la décision. Vous voyez, on peut scinder vraiment dans le temps, avec synchrone, asynchrone,
Le manager peut, lui, faire le plan d'action et avoir un groupe spécifique qui travaille sur un livrable. C'est un exemple, j'en donnerai d'autres. Là, l'exemple, c'est une proposition qu'on a construite avec une cliente. C'était pour un codir. Elle avait, la problématique qu'elle avait, c'était, après une année 2020 assez dure, hein, clairement, comment on arrive à sanctuariser du temps pour relever la tête du guidon et prendre de la hauteur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 journées. Alors, on s'est amusé à faire une thématique autour de Star Wars. Voilà, c'est pas interdit de faire des trucs un peu fun. Et donc, l'idée, c'était de scinder un processus que sinon, on aurait fait probablement 2 journées d'affilée dans une salle, de le scinder sur 3 journées successives. La première journée, on a vraiment fait un travail de bilan et de création de liens entre les gens, de raviver un peu les connexions après une année, encore une fois, très dure où beaucoup de temps a été passé à distance. La deuxième journée, on a travaillé sur des projections à plus long terme de ce que pourrait être l'avenir de la boîte et les thématiques stratégiques qu'il fallait prendre en compte. Et la troisième journée, c'était vraiment arriver à un plan stratégique concret et opérationnel. C'est le plan de ce qu'on va faire sur l'année. Donc, vous voyez, on scinde de travail de réflexion stratégique et de bilan en 3 étapes et avec des étapes intermédiaires que j'ai pas mis. Une possibilité offerte, c'était un des points, Oriana, sur comment on fait pour capter les inputs des gens et quand c'est dans le flow en live. Une possibilité, c'est de prendre les inputs en amont. Donc là, avec un outil dont je vous parlerai juste après, qui s'appelle Mural. Mural, c'est génial. On peut l'ouvrir, un mural, donc un tableau partagé, et les gens peuvent se connecter avant la séance et répondre à un certain nombre de questions. Là, c'était les enjeux stratégiques en 2025. Donc, c'est des grilles qui existent. Hein. C'est quoi les enjeux qui vont toucher les RH, l'environnement, la société, voilà. Et donc, les gens peuvent contribuer en amont. Et donc, en gros, ça les met dans la disposition d'esprit adéquate pour participer au séminaire. Et puis, ça permet de ne pas prendre ce temps-là pendant le séminaire. Donc, capter les informations, ça peut vraiment se faire en amont et c'est assez efficace. Une autre possibilité assez concrète quand on accompagne un groupe qui a bien marché, où on sort un peu du rôle de facilitateur, pour ceux qui sont facilitateurs, c'est de faire travailler un collectif. Là, c'était sur c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre vision. Donc, on fait travailler le collectif là-dessus. Évidemment, au départ, c'est très divergent, hein, ça part dans pas mal de sens. Et en fait, c'est assez dur de se mettre d'accord sur une phrase. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est assez élaboré. Donc, une des propositions que j'ai faites et qui avait pas mal marché, c'est de dire, OK, on fait une divergence et pendant l'atelier, on va faire un vote. Le vote, c'est quand même le niveau 0 hein, de la convergence, mais ça a la vertu d'affiner. Donc, les gens ont voté. Et ensuite, moi, là, j'étais plutôt une posture de consultant. J'ai proposé un livrable que j'ai amendé avec le sponsor, la personne qui était responsable, qui était mon client, pour ensuite, dans une deuxième séquence collective, arriver avec quelque chose qui est déjà convergé et qui est déjà une proposition de livrable et que l'équipe a validé avec, il y a des méthodes de validation. Là, c'était une méthode en utilisant la notion de consentement, voilà, qui est très intéressante et très puissante. Et du coup, vous voyez, on scinde, en fait. L'idée, c'est pas que le collectif fasse tout de A à Z, divergence, convergence, production de livrables et validation, mais c'est de scinder et de faire des temps intermédiaires où on va travailler en équipe plus resserrée. C'est vraiment l'idée de comment on peut penser le parcours de l'utilisateur. Deuxième point, qui est une vérité, alors animer les ateliers en visio, c'est aussi, ça ressemble quand même pas mal à animer des ateliers en vrai, hein. Mais une des caractéristiques, selon la nature, notre nature, c'est moi j'étais pas mal dans l'impro dans mes ateliers, enfin pas mal. Quand même, oui, je préparais beaucoup mes ateliers en amont, mais quand j'étais dans le monde réel, mais il y avait toujours des grandes marges d'improvisation sur les consignes, sur les séquences. En fonction de comment se passe l'atelier, on peut ajuster au fur et à mesure. Et c'est ce que j'adorais faire aussi. Je sentais que le groupe, ils avaient besoin de plus de temps sur tel exercice, où on pouvait réorienter. Voilà. Le problème quand on est en visio, c'est que ça, en fait, c'est très difficile à faire. Il n'y a pas d'impro en visio. Donc, la logique, c'est, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est il faut beaucoup plus préparer et beaucoup plus cadrer ces ateliers en visio. Moi, j'estime que c'est, pour des premiers ateliers, c'est 2 fois le temps de préparation par rapport à un atelier dans le monde réel. Après, il y a quelque chose qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une capitalisation très forte. Quand on voit les outils comme Mural, les tableaux, choses comme ça, c'est très long à faire une première fois, mais après, ça se réutilise facilement. Donc après, on reste sur un ratio, moi, que j'estime de
pour une journée d'animation, c'est 2 journées de préparation. Donc au démarrage, vos premières, ça va plutôt être 3, 4, et après, c'est plutôt 2. Donc le cadrage, une nécessité, ça provient de méthodes pour l'animation plutôt de grands groupes, c'est de travailler vraiment sur le co-design avec votre client de votre séquence d'animation collaborative. Donc que vous soyez en interne dans la boîte ou intervenant externe dans la boîte, c'est vraiment mobiliser votre sponsor, c'est-à-dire en gros la patronne, le patron, la patronne qui vous emploie, et d'aller le chercher sur pourquoi on va faire cette séquence collective. Une séquence collective, c'est toujours un investissement de temps énorme et d'énergie. Et souvent, on le fait, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on propose 3 ateliers. Donc, c'est très engageant, c'est un peu long, mais ça a la vertu de, voilà, comme chez le psychanalyste, hein, c'est en payant et en passant du temps que ça marche. Donc, la facilitation, c'est pareil. Donc, par exemple, le séquencement, je l'ai repris d'autres gens, hein, d'autres consultants qui pratiquent ça, c'est comprendre le pourquoi. D'où ça vient, pourquoi on fait cet atelier, c'est quoi le contexte. Comprendre le pourquoi en 2 mots. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaye de faire sortir de ça? Et puis après, définir un peu concrètement le séminaire et notamment un des points super importants en général sur les séminaires, c'est de définir le terrain de jeu. Si vous faites bosser des gens de manière un peu collaborative sur un sujet, c'est hyper important de savoir en amont qu'est-ce qu'ils auront le droit de décider et qu'est-ce qu'ils ne vont pas avoir le droit de décider. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire bosser des gens sur un sujet où en fait, ils ont vachement proposé d'idées, mais en fait, bon, non, on s'en fout de leurs idées, ils n'avaient pas vraiment voix au chapitre. Donc vraiment cadrer le terrain de jeu avec le sponsor ou la sponsor. La proposition, c'est vraiment, nous, ce qu'on aime faire chez Epigo, c'est un peu de formaliser à travers notamment des notes de cadrage amont. Donc, on a les principes d'animation qu'on va proposer aux clients, aux sponsors. On va revenir sur un certain nombre d'objets, les objectifs, etc. Et des parties pris. Et donc, on va vraiment valider ça avec le sponsor pour l'engager aussi dans le processus de co-création de la séquence collaborative. Ensuite, le déroulé, c'est plutôt quelque chose qui appartient au facilitateur. Et quand on conçoit un atelier collaboratif, il y a quelque chose qui est un peu, je trouve, casse-tête, c'est on a un déroulé, on va avoir un PowerPoint, on va avoir un klaxoon, un mural, et tout est lié. Et donc concevoir, parfois, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire, si je change quelque chose sur mon déroulé, ça va changer quelque chose sur mes slides, il faut que je change mon exercice sur mural. Donc la proposition, c'est d'abord peut-être de réfléchir sur le déroulé et de penser de manière un peu légère, sans se casser la tête avec comment on construit les outils, et de le faire d'abord à grande maille, voilà, rapidement, pour après raffiner au fur et à mesure avec les autres outils que vous allez avoir. Donc le déroulé, c'est plutôt pour les facilitateurs et pas pour le client, et la synthèse, c'est à discuter, c'est à livrer au client ensuite. Les notes de cadrage, la proposition, c'est de les structurer, ça pareil, je ne l'ai pas inventé, hein, je le reprends d'autres personnes, c'est une autre méthode, c'est de vraiment structurer quand vous avez une séquence collective, c'est quoi les résultats que vous voulez obtenir de cette séquence. En gros, c'est quoi les productions concrètes de la session sur lesquelles vous allez vous engager. Par exemple, vous faites bosser un groupe, on va définir les postes, on va organiser la force commerciale, on va faire un plan stratégique, c'est vraiment les livrables opérationnels et qui doivent être de 2 ordres. Des livrables fonctionnels, donc un document, hein, un plan, une fiche, voilà, et des livrables émotionnels, sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent? C'est un livrable. J'exagère peut-être un peu en disant ça, mais c'est une envie collective d'atteindre les objectifs commerciaux. Donc on va toujours être sur les 2 aspects. Si on fait que du fonctionnel, ça pose problème. Et si on fait que de l'émotionnel, c'est autre chose, c'est un autre métier, c'est plutôt du coaching. Les résultats, ils servent à un objectif. L'objectif, c'est vraiment, c'est quoi, à quoi sert cette session? C'est quoi son aboutissement? Okay, l'objectif doit comprendre du fonctionnel et de l'humain. Il est affiché en session, on s'est mis d'accord en amont. Exemple, c'est fictif, hein, nous aligner avec enthousiasme autour d'une stratégie commerciale à 2 ans. Vous voyez, la stratégie commerciale, c'est le fonctionnel, avec enthousiasme, c'est le côté humain. Et tout ça, ça sert à une finalité plus globale, qui est la finalité de votre client, qui est son actualité stratégique, qu'est-ce qu'il essaye de faire. Donc là, relancer une dynamique de croissance post-Covid. Et ça vaut vraiment le coup de clarifier avec votre client, ou pour vous-même, quand vous êtes en interne dans la boîte, c'est quoi mes 3 niveaux. Et du coup, ma séquence collective, quel est son objectif? Quels sont les résultats concrets que je vais produire qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs? Et en quoi l'objectif de ma séquence sert ma finalité plus globale en tant qu'entreprise ou équipe? Autre sujet de cadrage immense, ça a été cité par l'un d'entre vous dans les points bloquants, parfois au démarrage dans les activités de visio, c'est la notion de règle du jeu. C'est l'autre outil clé pour moi du facilitateur. Nous, on le fait systématiquement chez Epigo. Les règles du jeu, c'est
la possibilité offerte à un groupe de réfléchir à en fait, comment on interagit quand on fait du collectif. On pense tous que c'est évident, hein, bah oui, il faut être gentil, voilà. Et en fait, le fait de les révéler, de les mettre à plat, c'est donner la possibilité au collectif de s'en saisir et d'en être collectivement garant. Les règles du jeu que je propose moi, sur les ateliers de visio, c'est les suivantes. Je les fais un peu rapide. Hein. La disponibilité. Donc ça, il faut le dire, en fait. Sinon, c'est pas... Voilà, sinon, c'est compliqué de reprendre quelqu'un qui va prendre un appel si on n'a pas dit en avant. Les règles du jeu, c'était ça, d'être disponible. La ponctualité, hyper importante sur les enjeux en visio. Ce que je vous ai dit sur le karaoké. La souveraineté, c'est une règle extrêmement importante, c'est le fait de parler pour soi. L'écoute, c'est évident, ça va mieux en le disant. Parole brève, bienveillance, le droit de changer d'avis. Et puis une règle qui peut être sympa aussi, c'est s'autoriser le fun et la fantaisie. Voilà. Le partage des règles du jeu, c'est vraiment un élément clé aussi du cadrage de la session. Troisième et dernier principe, je vous l'ai dit, quand on est en visio, on n'a pas de possibilité d'improvisation, mais on n'a aussi pas de possibilité d'adaptation et on ne voit pas ce que font les gens parfois quand ils vont travailler en sous-groupe. Et c'est là où la qualité de la préparation est essentielle. En fait, pour moi, faciliter des ateliers en visio, c'est l'équivalent de faciliter des ateliers en très grand groupe. Il y a des gens qui font ça, qui ont des séminaires avec 200 personnes. Quand on a 200 personnes et qu'on distribue les consignes, on ne peut pas les réécrire à la dernière minute. Donc voilà, il faut que ça soit clair. Donc il faut clarifier notamment pour les participants les outils qu'ils vont utiliser. Là, il y a un vrai sujet sur lequel je n'ai pas de réponse. C'est, en gros, vous allez avoir, si vous travaillez avec des organisations différentes, vous l'avez déjà vu, hein, des degrés de maturité digitale extrêmement différents. Donc il y a des gens, ça va vraiment, il faut prévoir une demi-heure de prise en main des outils. Il y en a d'autres, ça va prendre 12 secondes. Et ça, il n'y a pas de règle. Les natures d'outils, peut-être je ne suis pas exhaustif, probablement pas, mais il y a avoir un outil de visio. Donc nous, on utilise Teams, qui est vraiment super. Il y en a plein d'autres. Et là, l'objet, pour moi, c'est pas de vous accompagner sur les sujets techniques. Hein. Je vous donnerai des liens vers des sujets, des documents qui clarifient bien les outils techniques. Moi, c'est pas mon sujet. Deuxième type d'outils, c'est les outils de tableau, de type Mural, Klaxoon, Miro, qui permettent de collaborer visuellement de façon synchrone ou asynchrone. Ensuite, on peut avoir des fiches qu'on va télécharger, qu'on va remplir, qui peuvent être des petits jeux, et éventuellement un groupe de chat, si besoin, en parallèle. Il faut faire super gaffe à la multiplication des outils, c'est-à-dire il faut que ça soit clair pour un participant que s'il a une question, il la pose à un endroit. Sinon, on se flingue. Et évidemment, réfléchir à comment je récupère ceux qui sont paumés entre deux salles et où on peut les récupérer. Donc, au bout d'un moment, le numéro de téléphone, ça peut aussi être un outil assez basique, mais assez efficace. Un apprentissage que j'ai fait avec un des groupes que j'avais accompagné, c'est si vous avez des documents à envoyer à vos participants pendant le séminaire, en fait, c'est un peu problématique de les envoyer par mail pendant la session. Parce que les gens vont du coup aller sur leur mail, voir la quantité de mails qu'ils ont à traiter et du coup décrocher de l'expérience que vous souhaitez leur proposer. Donc, une des façons de faire, c'est soit sur une fiche, soit dans l'invitation, de mettre en ligne en amont les différentes fiches que vous voulez qu'ils téléchargent, de mettre les liens vers l'ensemble des outils qui seront utilisés, la salle Teams, les tableaux sur Mural, et qu'il y ait ce document de référence, et du coup qu'ils n'aient même pas besoin d'ouvrir leur mail. L'idéal, vraiment, c'est ils ne le font pas, mais qu'ils aient fermé leur mail pour participer. Autre, et ça c'est aussi une notion de parcours, hein, mais de préparation, c'est vraiment soigner les mails d'invitation. Donc il y a toute une dimension évidemment technique, mais il y a une dimension pour moi qui est essentielle, hein, c'est le sens. C'est-à-dire à quoi ça sert ce moment. Et vraiment, encore une fois, je trouve qu'il y a une espèce de politesse à avoir quand on prend du temps aux gens, surtout quand on leur prend du temps en numérique, c'est vraiment qu'ils sachent à quoi ça va servir, quoi. Pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important. Donc, dans le parcours client du participant, c'est vraiment le mail d'invitation, c'est clé. Les instructions, donc encore une fois, il y a certains moments où vous allez faire des instructions méga claires et les gens, ça va quand même leur prendre énormément de temps de comprendre comment ça marche. Et parfois, vous allez passer pour quelqu'un de radoteur. Voilà, les screenshots en disant on clique là, puis on clique là, puis on clique là, ça peut faire le job. En tout cas, avoir, et ça on le fait une fois pour toutes, un peu les modes d'emploi
et si possible même les transmettre en amont. Moi, je fais ça parfois sur, par exemple, l'outil Mural. Je propose aux gens de se connecter en amont et d'essayer de coller des post-it un petit peu, de faire 1 ou 2 exercices basiques. Comme ça, ils ont une prise en main de l'outil et on ne le fait pas en live. Okay, parce que ça peut vraiment être, encore une fois, un truc qui peut durer des heures. Et puis, encore une fois, sur l'animation de séquences, parfois on va avoir des gens en sous-groupe. Et là, il y a un enjeu, c'est vraiment d'avoir des instructions qui sont hyper claires sur les exercices. Là, par exemple, c'est un exercice de rétrospective sur Mural. Il faut qu'ils aient des instructions qui fassent qu'ils n'aient pas besoin d'être humains, qui précisent l'intention qu'il y a derrière, ce qu'il faut faire à quel moment. Donc, il faut être à la fois procédurier, rappeler le sens, détailler mais pas trop. Voilà, c'est tout un art. Donc, souvent, les instructions, ça vaut vraiment le coup de les faire relire par quelqu'un d'autre quand vous écrivez des instructions pour un groupe et qu'elles soient vraiment soignées parce qu'un groupe qui part et qui a des instructions pas claires, si vous ne pouvez pas vous connecter à leur visio, ils ne vont pas bosser, quoi. Et vous perdez complètement l'effet voulu. Deux petits derniers points. Une proposition que je fais aussi souvent sur comment on peut travailler le lien à distance. Encore une fois, ma philosophie, c'est on va formaliser l'informel. Donc ça peut être un peu étrange, mais en gros, je crée des moments dans mes séminaires au démarrage où je dis l'exercice maintenant, c'est que vous allez vous parler entre vous de sujets perso. Donc c'est un peu manipulateur, hein, mais c'est comme ça. Et la proposition, il faut le faire en lien avec la thématique globale. Là, c'était avec une équipe qui bossait sur sa culture d'entreprise. La proposition, c'était de jouer sur partager les cultures personnelles. Et donc, cette petite fiche, ils se mettaient 2 par 2 et ils s'interviewaient pour savoir c'est quoi ton film culte, c'est quoi ton livre, le dernier livre que tu as lu, ou des trucs comme ça. Et en fait, les gens adorent. Les gens adorent parce qu'en fait, en visio, ils sont privés de la machine à café, ils sont privés de moments de connexion. Et en fait, c'est vraiment. Alors après, encore une fois, il y a des réactions différentes sur les équipes, mais c'est vraiment une possibilité offerte d'aller chercher d'autres ressources qui fait qu'on fonctionne bien ensemble, c'est qu'on se connaît un peu plus que juste le fonctionnel, qu'on connecte à des niveaux un peu différents, et apprendre que votre collègue, elle aime aussi la même série que vous, ça vous la rend un peu plus proche, quoi. Donc à adapter évidemment en fonction de l'organisation et de sa culture, mais voilà, moi je le fais très régulièrement, ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. On fait des petits groupes et puis après ils partagent en grand groupe une chose que j'ai apprise sur Jean-Claude. Et voilà, ça fait un moment sympa et c'est un investissement. Encore une fois, on n'est pas là que pour produire le résultat fonctionnel, mais aussi pour créer des liens. Et puis un dernier sujet que j'ai tenté récemment, c'est est-ce qu'on peut faire de la créativité à distance? La réponse est plutôt non, mais on peut faire des choses. Et notamment, une des possibilités là en bas à droite, c'est basique, hein, mais c'est le photolangage. OK, représenter, encore une fois, il faut que ça ait du sens, hein, mais votre codir avec des métaphores visuelles. Et là, aller chercher des images sur Internet, c'est hyper facile. Et ça peut, selon le type de public, vraiment être amusant et provoquer d'autres réponses que de poser la question directement avec des mots. Donc ça, c'est intéressant. Là, l'autre exemple que j'ai là, c'est décrire la journée en 2023 de quelqu'un dans une boîte, pareil, avec des images. Donc, on peut faire des choses un peu créatives. On est évidemment beaucoup moins créatif en visio qu'on l'est dans le monde réel, mais il y a des possibilités, notamment sur le registre, cette utilisation de l'image peut être sympa. Et puis enfin, dernier point, c'est la question des livrables. C'est un des vrais avantages des visios, c'est de pouvoir faire vraiment des livrables de qualité. Donc, il y a à la fois la possibilité d'envoyer, là, c'est un mural complet, pas forcément hyper exploitable, mais voilà, on appuie sur un bouton, le mural, il y a le PDF, on le partage avec la personne en face. Le mieux, c'est évidemment de rentrer dans les utilisations de votre client. Si votre client il aime les PowerPoint, tout ça, on le synthétise dans un PowerPoint, dans une note Word. Mais c'est le bout de l'expérience, depuis le mail d'invitation jusqu'au livrable, et c'est ça qui fait que le travail d'intelligence collective s'insère dans le monde réel de votre client. Voilà, je vais conclure rapidement, puis après on va pouvoir un tout petit peu échanger. C'était assez bavard. Donc il y avait 4 clés pour l'animation d'une séquence en ligne, qui est vraie pour toute séquence, qui sont les basiques, mais auxquelles je tiens beaucoup. C'est la communication, c'est pas que le contenu, c'est aussi le lien. Communiquer en visio, c'est comme être à un karaoké. Il y a un seul micro, il faut le passer. Qui ne dit mot ne consent pas. Il faut un opt-in plutôt qu'un opt-out. Même en visio, on a un corps. Attention. Et les 3 principes pour les ateliers d'intelligence collective, c'est penser parcours, cadrer, 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 et puis des instructions millimétrées, une expérience qui soit ultra fluide et ludique. Encore une fois,
c'est très vite ennuyeux les visios, donc faisons des choses marrantes. Pour aller plus loin, je vous enverrai, si vous le souhaitez, la doc, mais 2 livres qui parlent d'animation de grands groupes et qui s'appliquent très bien à l'animation en ligne. C'est Développer l'intelligence collective de Philippe Labat et Collaboration by Design. Il y a une version française de Philippe Coulon et Charles Collingwood-Booth. Top. Hyper pointu pour l'animation. Je vous m'excuserai, il y a une petite vidéo que j'ai faite sur la communication en ligne, si ça vous intéresse. Voilà, c'est assez limite, mais ça pose. Et évidemment, on n'a pas tout inventé, on se sert de ce que font les autres. Donc, il y a des livres blancs. Le WorkLab, c'est une boîte qui fait aussi la formation et la facilitation. Un livre blanc qui est vraiment bien sur la partie technique, les outils, les basiques, les icebreakers, voilà, que je n'ai pas du tout abordé aujourd'hui. Il y a vraiment des choses là-dedans. Direction de l'État a fait une boîte à outils de la facilitation en ligne aussi très chouette. Puis il y a un site, c'est des Québécois, avec pas mal d'outils d'animation et des outils d'animation en ligne. Donc une boîte à outils si vous avez besoin de vous renouveler un peu. Il y a pas mal de choses sur ce site-là, comment agir, vraiment chouette. 2 petits pushs commerciaux, c'est pas l'objet du webinaire, mais on va lancer des groupes de supervision de facilitateurs. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des séquences. Ça peut être, on n'a pas calé, mais une fois par mois, partagé sur les principes et notamment sur l'animation en ligne. On est plus fort et quand on est facilitateur un peu en freelance, ça peut être super intéressant d'avoir des partages réguliers. Et une formation animée, un atelier en ligne qu'on propose, qui dure une journée, qui donne des basiques, qui va plus loin que ce que je vous ai dit là, évidemment. Voilà, qui est dispo. On n'a pas de site web, mais si vous m'écrivez, je vous envoie la fiche. Voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est je vais couper mon partage d'écran. Et puis, si vous avez des questions, je suis preneur. Et si vous avez aussi des apports, vos pratiques, alors ça peut être surtout déjà dans le clavardage, puis on peut aussi prendre la parole. C'est pour ceux qui veulent, mais est-ce que vous pratiquez des choses? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des conseils à partager, des sites avec des ressources? Moi, je me nourris aussi beaucoup dans ces webinaires de ce que font les autres. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'oral si vous voulez. Voilà. On est au bout. Alors, dans les ingrédients classiques d'un atelier, qu'est-ce qui risque de prendre plus de temps dans le format en ligne par rapport à ce qu'on a l'habitude en physique et pour lequel il faut donc prévoir plus de temps? Antoine, alors j'ai une réponse qui est basique, c'est les frictions. Dans le monde réel, il y a des frictions de groupes qui vont se déplacer, aller dans telle salle. En ligne, il y a des frictions de connexion. Et en fait, moi, je sous-estime toujours beaucoup le fait que les gens, en fait, il faut leur expliquer, connectez-vous à l'outil, qu'ils arrivent sur l'outil, qu'ils commencent à se parler. Voilà, ça prend toujours en fait 5-10 minutes, donc à prendre en compte. Voilà. Après, en général, mon expérience, c'est plutôt que les gens sont plus rapides en ligne. Il y a moins de divergence sur on commence à discuter, on s'éloigne un peu du sujet. Donc, voilà. Merci Roxane. Bye bye. Est-ce que vous avez, vous, des choses qui ont bien marché, des partages de pratiques ou des questions sur le clavardage? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager aussi à l'oral et être OK pour apparaître sur la vidéo du coup? Yes, Lucie, Miro. Alors, j'ai pas la différence entre Miro et Mural et Klaxoon. Est-ce que quelqu'un a un avis sur ce qui est le mieux et qui aurait testé les 3? Moi, j'ai commencé sur Mural, depuis j'ai continué, mais je sais que Klaxoon est français, c'est un argument. Bah pour le coup, sur le sujet, je veux bien rebondir. Merci, Lucie. Moi, j'ai déjà utilisé les 3 régulièrement. Ouais. Et j'ai une grosse préférence pour Miro. D'un point de vue outil, je pense que c'est globalement en fait les mêmes fonctionnalités, hein. Mais l'ergonomie n'est pas la même et moi, je colle mieux à Miro. À mon sens, ça va pas au-delà. Il y a des petites options qui sont différentes, mais voilà, globalement, c'est des outils de tableau blanc collaboratif. On est d'accord. Okay. Et oui, il y a des belles possibilités. Et c'est des compétences assez nouvelles, je trouve, de savoir s'en servir, de concevoir son tableau. Charles, les breakout rooms, ouais, les sous-groupes, Zoom, Google Meet, ça marche aussi sur Teams. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée et magique, quoi. Télétransportation et tu les envoies en sous-groupe. Ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, faire varier le rythme. C'est un atelier de 3 heures, il ne faut pas que ce soit 3 heures, tout le monde ensemble dans le même groupe. L'expérience avec Mystery Coffee qui m'a laissé des collaborateurs qui ne sont pas du même service, un tête-à-tête de 15 minutes. Yes. Ouais, cette notion de rencontre.
Merci, hâte. Carrément. Moi, je rajoute même, alors peut-être je suis un peu trop Puppet Master, mais je leur donne même des questions à se poser entre eux. Voilà. Des séquences plus courtes, Véronique, ouais. Carrément. Antoine, je ferme, oui, plus ou moins. Les salles en sous-groupe sur Teams, en tout cas, je le fais pas automatiquement. L'avantage sur Teams, c'est qu'on peut passer dans les petites salles, voir, mais après, ouais, à un moment, je leur dis, vous revenez. Je préviens que c'est un peu violent, parce que c'est un peu violent. Comment estimer la durée lorsqu'on ne maîtrise pas le temps de parole des autres? Je sous-estime toujours. Euh, bah, il y a une règle générale, en général, quand on conçoit, c'est qu'on conçoit trop dense, en général, et il faut alléger. Et prévoir des options avec, faire sauter des séquences. Voilà, prévoir des plans où, ok, cette conversation se prolonge. Après, moi, je trouve que la subtilité, c'est de savoir quelle conversation les gens ont besoin d'avoir. Et donc, dans ce cas-là, il faut le laisser, et tant pis, on s'adapte. Et quelle conversation, ça vaut le coup de cutter. Euh, et le temps de parole des autres, bah, non, j'ai envie de dire, c'est hyper en fonction des gens, quoi. Tu peux avoir des équipes où ils vont pas, tu poses une question, il y a 2 personnes qui répondent avec 3 mots, et des équipes où au contraire, ils vont être méga bavards, quoi. Ça, c'est des questions aussi à poser en amont si tu as la possibilité de cadrer avec les gens. Voilà, le cadrage aussi, c'est quoi votre culture? Depuis combien de temps vous n'êtes pas parlé? Parce qu'il y a des équipes qui en fait se voient jamais et n'ont jamais de temps de discussion. Donc l'atelier, c'est aussi le moment en fait de combler certains manques. Et après, on peut leur cadrer le temps de parole, hein. On dit, on parle chacun son tour. Et là, il y a un côté maître, maîtresse d'école. C'est en tant que facilitateur, tu es là pour éviter les conversations. On veut pas de conversation. On veut que ça produise. Donc tu dis, OK, on parle chacun son tour. Et en fait, c'est très utile aux gens. Et ça évite, vraiment, tu diminues par 2 la durée des paroles et c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages de bonnes pratiques ou d'autres questions? Merci à toi, Yana. Si ça vous va, proposition, c'est de vous envoyer via Eventbrite un petit, le PDF de la présentation que j'ai faite. Et il y a un petit questionnaire de satisfaction si vous pouvez prendre 5 minutes pour dire un petit peu ce que vous en avez pensé. On est très preneur de vos retours qui permettent d'améliorer. On le refait régulièrement ce webinaire, donc on essaie de l'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Bah, n'hésitez pas, moi je suis encore là 5-10 minutes si vous voulez même allumer les micros, partager des choses. Hop. Avec plaisir pour lire, ok. Top. Merci Marina, merci Marie, merci Audrey beaucoup. Merci Antoine, merci Charles V. Salut Charles. Au revoir Émeric, merci. Merci Lucas, adorable. Merci Stéphane, salut Rihanna. Merci Marie. Merci Lucie. Merci Marina. Merci Véronique. Merci Jérémy. Merci Stéphane, ça fait plaisir. Bon, cool. Merci Paul. C'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte de vos réactions quand on parle tout seul dans son écran, hein. Super, merci Nathalie. Adorable. Une bonne après-midi à vous et bon week-end et bon confinement. Ok.